Au Mesdames, mieux. Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, séance du Cercle du renouvellement constitutionnel consacrée au glossaire et à l'étude d'un mot ô combien important dans nos travaux, puisqu'il s'agit du mot démocratie. Donc, je vais laisser peut-être Christian commencer par sa définition, s'il le veut, ou je peux commencer, c'est pas un problème. Je vais de toute façon présenter les définitions qui me sont parvenues. Tu veux commencer, Christian? Moi, j'en ai pas pour longtemps, hein, donc, moi, je vais donner ma définition, comme ça, je vous laisserai discuter après, puisque dans le glossaire, évidemment, je donne juste ma définition. Donc, c'est une définition que j'extrais évidemment de notre glossaire de constitutionnel sur lequel nous travaillons toujours. Démocratie, régime politique, système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, virgule, par l'ensemble des citoyens. Voilà. Christian, Alors, il y a ta définition. démocratie, ma définition, c'est système politique dans lequel le pouvoir d'édicter des règles coercitives est exercé exclusivement par le peuple. Euh, on s'arrête à la définition ou on commande, la commande. Quelle est la règle? Oui, vas-y, moi je ne commente pas de toute façon dans Bon, le alors moi je glossaire. Donc, commande. Donc, bon, déjà un premier train de commentaires. Alors, la définition, si tant est qu'elle soit possible, je pense qu'elle n'est pas possible, disons l'essai de définition du mot démocratie, euh, bute sur disons, sur le caractère extrêmement polysémique de ce mot, même Julie, polysémique est tout à fait insuffisant. Je préférais utiliser le terme autosémique. Autosémique, c'est-à-dire que chaque individu, chaque personne qui emploie le mot démocratie met dans ce mot un certain sens, et ce qui complique encore la chose, c'est qu'il peut mettre un sens différent selon qu'il traite de tel ou tel sujet ou qu'il a en face de lui tel ou tel autre interlocuteur. En plus, ce terme peut varier, je dis bien chez la même personne, voire dans le même domaine d'application, peut varier avec le temps. C'est-à-dire qu'une personne qui a mis dans le mot démocratie une certaine signification à un moment donné avec un interlocuteur donné, va y mettre une autre signification un peu plus tard avec, je ne crois pas, le même interlocuteur. Bref, j'appelle ça de l'autosémie. Autosémie, ça veut dire donner une définition d'un terme à partir de son propre jugement et non pas à partir d'une norme consensuellement reconnue. Si je puis me permettre, tu pourrais même parler de plastisémie. Oui, alors tu en parleras sans doute. Voilà. Alors, plastisémie, oui. En fait, tu vas voir que j'y arrive sans employer le mot plastisémie. Mais je préfère le terme autosémie parce que c'est pas simplement par orgueil pour ne pas abonder dans le sens de ce que me dit mon ami Jean-Charles, mais c'est que j'aime bien le mot auto. C'est vraiment chacun qui. Voilà, bref. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs conceptions, plusieurs conceptions du concept ou plusieurs conceptions de la démocratie. Alors, il y en a des multiplicités, mais j'ai essayé de faire des catégories. Alors, il y a tout d'abord une conception que j'ai appelée minimaliste. Conception minimaliste, c'est considérer qu'on est en démocratie ou que c'est une démocratie à partir d'un moment où un système politique inclut des élections. Voilà. À partir du moment où il y a des élections dans un pays, dans un système, voilà. Certains diront c'est de la démocratie et ça leur suffit. C'est une conception minimaliste. Alors, donc à l'opposé de la conception minimaliste, il y a une conception que j'appelle maximaliste, qui est la mienne, et la définition que je vous ai donnée,
disons, détaillerai peut-être tout à l'heure, sans doute, c'est un système politique dans lequel le pouvoir d'édicter des règles coercitives est exercé exclusivement par le peuple. Donc, les mots importants, c'est règles coercitives, c'est les règles coercitives et pas autre chose, mais c'est que les règles coercitives, c'est toutes les règles coercitives. L'autre mot important, c'est exclusivement, c'est-à-dire que ce pouvoir n'est pas partagé avec d'autres entités. Et le troisième mot important, c'est le peuple, parce que qu'est-ce que c'est que le peuple? Bien, voilà. Alors, troisième rubrique de conception, d'acception, que j'ai appelée conception à géométrie variable. Alors, c'est là qu'on retrouve peut-être l'idée de plasturgie de Jean-Charles. Alors, démocratie, conception, géométrie variable, c'est ceux qui considèrent que le système, c'est un système, on appelle démocratie, un système dans lequel le peuple est plus ou moins consulté, soit lors de l'édiction des règles coercitives, c'est-à-dire de façon plus triviale, le vote des lois par le pouvoir législatif, soit plus ou moins consulté pour la prise de commandements opérationnels. D'un point de vue trivial, c'est les décisions qui sont prises par le pouvoir exécutif. Soit lors de jugements par les tribunaux, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir judiciaire. Donc, un système dans lequel le peuple est plus ou moins consulté lors du boulot du pouvoir législatif, plus ou moins consulté lors du boulot du pouvoir exécutif, plus ou moins consulté lors du déroulement des audiences du pouvoir judiciaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système sera estimé plus ou moins démocratique selon qu'il utilise une dose plus ou moins grande de cette consultation populaire. Sans que pour l'instant on précise sous quelle forme aurait lieu cette consultation populaire. Et donc, on va essayer de scientifiser ça un petit peu. De ce point de vue, la démocratie n'est pas un système, mais une unité de mesure, en fait. Un peu comme le watt, par exemple, qui est l'unité de mesure de la grandeur puissance. Et dans ce cas, et dans tous les cas d'ailleurs, la puissance est une grandeur scalaire. Donc la démocratie serait l'unité de mesure de la grandeur scalaire pouvoir. Pouvoir, on le mesure avec la démocratie. Alors, c'est une grandeur scalaire. Pourquoi ce terme un peu compliqué? En physique, scalaire, c'est une grandeur dont la valeur ne dépend que du point auquel on l'évalue. Et est indépendante du système de coordonnées, c'est-à-dire indépendante d'écologie dans laquelle il se trouve. Alors, exemple de grandeur scalaire, la pression, la température, la masse, la densité, la puissance, et donc en politique, le pouvoir. Donc, la démocratie, unité de mesure du pouvoir à un moment donné. Bien. Alors, les grandeurs scalaires s'opposent en physique aux grandeurs vectorielles. Les grandeurs vectorielles, c'est des grandeurs physiques dont la définition exige l'énoncé d'un nombre, d'une direction, d'un sens. Alors, c'est la position, le déplacement, l'accélération, la quantité de mouvement, la force. Et donc en politique, toujours pour faire mon parallélisme, donc le pouvoir, on a dit que c'était une unité de mesure de pouvoir, ce serait plus le pouvoir mesure à un moment donné, ce serait la mesure de la position du pouvoir, c'est-à-dire de la démocratie, par rapport à un éventuel point d'aboutissement, en tenant compte des autres paramètres, c'est-à-dire la vitesse de déplacement, est-ce qu'on y va rapidement, et l'accélération, c'est-à-dire est-ce que cette vitesse, elle accélère ou est-ce qu'elle diminue? Voilà. Donc, on revient à cette idée de mesure, d'unité de mesure du pouvoir. Mais on continue à buter, enfin un but, je dirais, sur un obstacle supplémentaire, c'est qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Puisqu'on a dit il y a pouvoir législatif, il y a pouvoir exécutif, il y a pouvoir judiciaire.
Bon. Et alors là, on est amené à imaginer d'autres rubriques, c'est-à-dire où on va considérer quel type de pouvoir on mesure avec l'unité démocratie. Alors, si c'est le pouvoir législatif uniquement, ce que je suggère et ce que je vais être amené peut-être tout à l'heure, si la discussion s'engage, à essayer de démontrer d'un point de vue presque mathématique, si c'est le législatif uniquement, on est dans la démocratie maximaliste. S'il s'agit du législatif plus de l'exécutif, c'est-à-dire que le peuple va exercer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, on est, cette fois, à mon avis, dans l'autogestion. C'est là qu'on a une confusion très répandue qui nomme démocratie l'exercice par le peuple du pouvoir exécutif, et éventuellement en plus du législatif. Mais comme dans l'esprit des gens, l'exécutif et le législatif sont confondus, la confusion s'opère également pour ce qui concerne le terme qui va le dénommer. Alors l'autogestion, c'est-à-dire un système où le peuple va faire les lois et prendre les commandements opérationnels, c'est-à-dire va exercer le pouvoir législatif et le pouvoir législatif, voilà, c'est un système qui, notamment, je pourrais citer en tant que promoteur de ce système, Murray Bookchin avec son municipalisme démocratique. Bref. Ensuite, on a un troisième type de rubrique, ce serait tout simplement l'exercice par le peuple des trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et ce serait, à mon avis, ce que j'appellerais une démocratie intermédiaire, c'est-à-dire intermédiaire entre la démocratie maximaliste, voilà, et puis la monocratie. Voilà. C'est-à-dire que le peuple qui exercerait les trois pouvoirs en même temps. Voilà. Je vais m'arrêter là dans le commentaire de la définition de la démocratie, mais j'ai encore un autre train de commentaires, certainement, que je pourrais greffer sur les échanges qui vont suivre. Merci. Jean-Charles? Oui, alors, donc, bien, alors la dernière fois, on avait étudié l'oligocratie, et puis j'avais édicté un constat sur la base de la mathématique du pouvoir et de la distribution du pouvoir. Bon, j'ai bien aimé la façon dont Christian plaçait le peuple par rapport à des dimensions géométriques. Non, le pouvoir par rapport à des dimensions géométriques. Donc, c'est une démarche d'abstraction qui peut être intéressante. Mais l'unité de mesure qui est focalisée sur le pouvoir, moi, j'y vois aussi, là, c'était, comment dire, du scalaire, on va dire, comme il l'a très bien déterminé, mais disons que malgré tout, il y a quand même une abscisse ou une ordonnée, suivant la façon dont on met le graphique, avec le peuple par rapport au pouvoir, justement. C'est le pouvoir du peuple, c'est ça dont on parle, et c'est le peuple. D'ailleurs, il l'a un petit peu explicité ensuite, c'est-à-dire que le peuple intervient, dispose d'une quantité de pouvoir différentes suivant les cas qu'il a énumérés. Donc, je vois définitivement que la posture scalaire du pouvoir au début de la démonstration de Christian devrait quand même ajouter, donc on devrait y ajouter donc une abscisse ou une ordonnée qui est donc l'intervention du peuple par rapport à ce pouvoir. Donc disons que c'est un regard malgré tout relatif entre le peuple et le pouvoir qu'il faut avoir, et c'est ce qu'ensuite Christian a décliné, et pour le coup tout va bien dans cette façon de raisonnement. Donc bon, mon raisonnement à moi a été d'expliquer que la démocratie, alors je vais repartir malgré tout au début. La démocratie, bon, c'est une autre façon, mais on revient à peu près toujours au même. C'est
le pouvoir y est théoriquement distribué. C'est un système politique où le pouvoir y est théoriquement distribué à proportion entre chaque individu. Donc ça c'est une façon de dire que voilà, c'est une distribution du pouvoir. Après, effectivement, les commentaires, comme a commencé à le faire Christian, doivent accepter un certain nombre d'aménagements, de précisions. Et j'avais souligné, il y avait un problème de question d'aiguillage quand même assez importante. C'est-à-dire que si on distribue le pouvoir d'une façon suivant des procédures particulières, le problème, c'est que au bout du compte, il y a plusieurs individus qui doivent et sont censés générer une seule décision ou un seul acte de pouvoir, enfin suivant chaque sujet, mais donc il faut qu'ils prennent une décision et pourtant ils sont plusieurs. Donc c'est le problème de la collégialité, comment on l'organise. Et j'avais expliqué que le prisme en démocratie était un filtre mathématique qui s'appelle le concept de la majorité. Et c'est là que j'avais continué sur le fait que la majorité n'était pas le peuple en son entier. Donc forcément, il y avait une problématique là-dessus. Et j'avais exprimé, puisqu'on était dans l'oligarchie, que la démocratie était une forme oligarchique particulière, basée sur le compromis mathématique, qui est le filtre mathématique qui est censé donc consacrer la majorité. Donc la démocratie est donc le pouvoir de la majorité. Donc donc là, c'était là où je m'étais arrêté sur la réflexion sur la démocratie qui fait intervenir cette notion de majorité pour légitimer les prises de décision et son efficience, pour mettre en place l'efficience de cette pratique du pouvoir. Donc là, on est aussi… bon, Christian était sur une base de démonstration géométrique d'une certaine façon. Voilà, je suis sur une base de démonstration mathématique quasiment. Voilà. Donc, ensuite, alors, le problème, c'est comment on exerce le pouvoir. Donc là, je vais faire un petit commentaire sur les niveaux de démocratie et les modes de sélection, de sélection des moyens d'exercer ce pouvoir. Donc la démocratie, on a dans un premier temps la démocratie directe. Il n'y a pas de sélection à proprement parler, c'est-à-dire que tout le monde est amené à donner son avis bon, d'une façon parfois même peut-être péremptoire, mais enfin donner son avis sur tout et dans tous les domaines et peut-être même à tout moment. Donc il y a quand même malgré tout, même si on essaye d'aménager, il y a plusieurs descriptions de démocratie directe, si on va au fond des fonds, la démocratie directe, il y a une impossibilité pratique pour la mettre en place. Parce que trop d'agents décisionnels interviennent dans la décision. La démocratie participative, ensuite, on entend ces mots-là, c'est donc une décision collégiale. Elle se pratique en petit nombre ou en sur des petits territoires. Donc, il est bien pratique. Et là, on voit bien cette pratique des assemblées qui décident toujours avec ce filtre mathématique et qui va prendre des décisions et qui vont pouvoir exercer un pouvoir sur la chose dont ils disposent, hein, parce qu'il faut encore avoir les compétences pour exercer le pouvoir sur quelque chose. Et on va dire que ces compétences sont accordées, mais disons que c'est la démocratie participative et qui est une décision collégiale dans un cadre d'une dimension, comment dire, réduite. On doit passer à un autre processus lorsque l'assiette du peuple, enfin, le nombre, la population augmente. Donc, la démocratie participative, c'est une gestion à dimension humaine, viable sous conditions de protocole éprouvé. Donc, bon, on a l'holacratie, enfin, on a des tas de façons
de gérer les assemblées, tout ça fait l'objet de bien des livres. Voilà. Et ensuite, la démocratie représentative, qui est une représentation par délégation, et les désignations sont par le vote. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de degrés, non seulement dans la bouche et dans l'esprit d'une personne avec l'idée de auto ou plasticratie, donc de Christian, mais on voit que suivant le nombre de personnes, les décisions à prendre, la compétence mise en jeu, etc., il y a énormément de déclinaisons et on peut partir un peu dans tous les sens. Et il est difficile, encore une fois, de définir ou de décrire la démocratie et sa pratique. Donc, ensuite viennent justement, par exemple, pour illustrer la diversité, il y a les modes de scrutin. Les modes du scrutin sont, par exemple, les élections sans candidat, le jugement majoritaire, le tirage au sort et l'élection de représentants au suffrage universel, ou alors à étage, c'est-à-dire qu'il y a un système de grands électeurs, c'est-à-dire il y a une première élection et ensuite d'autres électeurs vont décider de l'élection finale ou un cran plus loin, ou même il y a les élections censitaires, mais là on peut même se demander si à ce moment-là on n'est pas en dehors de la démocratie, mais c'est aussi une façon de filtrer mathématiquement le résultat d'un vote en vue de prendre une décision, qu'elle soit de droit ou une décision exécutive. Voilà, donc ensuite on assiste, et là on rentre un petit peu plus dans la critique, sur le filtre des candidatures, c'est-à-dire que dans le cadre de ces modes de scrutin, on peut se demander mais qui on va élire, qui on va désigner, et on voit que non seulement les scrutins sont diversifiés, parfois même par rapport à l'objectif recherché et la chose à gérer, mais on voit que même dans ces modes de scrutin, on a des filtres de ces gens-là, c'est-à-dire à ce moment-là, des gens qui pourraient rentrer dans la représentation, dans la délégation. On a la loi de 77 qui fait que les têtes de liste sont redevables des frais de campagne si le seuil de pourcentage de vote n'est pas atteint. C'est-à-dire que ça dissuade quand même pas mal de gens, au risque, pour les européennes, pour ce qui nous intéresse là dans l'immédiat, c'est 3%, pour d'autres le seuil est 3% pour être remboursé, et dans d'autres c'est 5%. Donc on voit que on a d'une façon vraiment bien désignée une action de dissuasion de candidature. On peut aussi légitimer ou justifier cette décision du fait que en fait tout le monde pourrait se présenter si tout était gratuit, etc. Donc voilà, c'est toujours ces problèmes de pratique, de mise en pratique de cet exercice qui intéresse ou fait intervenir un grand nombre de personnes. Encore une fois, toutes ces problématiques sont souvent largement réduites si on s'adresse et si on ne considère qu'un petit nombre de personnes. Il y a une affaire de grandeur. Voilà. Ensuite, il y a dans ces filtres de candidature, il y a le financement des partis en place, c'est-à-dire qu'on finance les partis. Donc, eux sont censés avoir les moyens et donc, c'est aussi une façon de filtrer les partis, et pour le coup, pas forcément les candidats. Donc, il y a la rigueur des lois sur les comptes de campagne et barrage aux nouveaux venus. Il y a donc aussi la participation, que la participation soit gratuite, donc comme je l'ai un peu abordé à l'instant, ou alors une participation censitaire, c'est-à-dire qu'on est là actuellement dans une participation censitaire, puisque en fait la participation d'un candidat dépend de moyens financiers pour frais de campagne. Donc oui, ce sont les gens riches ou ceux qui ont les moyens de mettre plusieurs millions sur la table, et par là même notre démocratie est censitaire.
par simplement cette cheville-là qui est l'affaire de qui peut participer. Et ensuite, elle est capacitaire, c'est-à-dire aussi, on peut avoir une participation capacitaire, c'est-à-dire qu'elle dépend des parrainages. C'est-à-dire on peut à ce moment-là être candidat ou présenter une liste à condition qu'on soit parrainé. Et on peut même avoir le couplage des deux, censitaire et parrainé. C'est-à-dire on a beau être parrainé, il faut quand même avoir les moyens d'y aller. Et ensuite, on a les choses toujours dans ces filtres de candidature qui hypothèquent donc la pratique démocratique. Ce sont les accès aux médias, l'industrie médiatique qui canonise ou pas les candidats, censure ou ostracise médiatiquement, le pointage par les sondages, achat de prise en compte. Ah oui, c'est-à-dire que on doit pour être présent dans les sondages, il faut acheter sa participation au sondage. C'est-à-dire il faut aller voir IFOP ou les autres pour dire voilà, je veux être dans les enquêtes d'opinion. Si on paye pas les sondages, eh ben on n'est pas on n'est pas noté. Donc à partir du moment où on n'est pas noté, les journalistes ne nous parlent pas. Enfin, c'est le truc qui se mord la queue. Donc en fait, pour amorcer la pompe, souvent on a vu qu'il fallait aller voir les instituts de sondage pour être dedans. Et ça équivaut en fait à une ouverture d'une cotation en bourse. Voilà. Et en fait, les instituts de sondage sont des offices, des agences de notation comme les agences de la notation de la finance. C'est-à-dire elles ont cette action auto-réalisatrice, d'amorce plutôt pour qu'on puisse commencer à parler de quelqu'un. Et ensuite, les filtres de candidature, alors là, c'est la vindicte entre les gens, c'est-à-dire les chantages judiciaires, contrôles fiscaux, harcèlement divers, du pouvoir en place. Et vis-à-vis des nouveaux venus ou des petits candidats. Et ensuite, on a toute une bordée d'empêchements, c'est-à-dire on n'aurait pas le crédit des intellectuels, on ne serait pas promotionné par des techniques de nudge présents dans les pubs, dans les productions cinématographiques, etc. C'est-à-dire que on se coopte entre gens qui ont la carte, on a une construction d'un cordon sanitaire, d'un arc républicain, on serait soi-disant un parti de gouvernement ou on ne le serait pas. Donc, on a toutes ces difficultés pour performer la démocratie, qui est en fait une espèce de fantasme quasiment inatteignable lorsque on accumule les obstacles avant d'y arriver. En fait, on est devant une espèce de montagne d'embarras, de questions, de paradoxes, etc. Un autre paradoxe, c'est qui? Alors, on a le vote classique. Alors, qui? Alors, c'est ceux qui ont les moyens, le temps, la disponibilité, le savoir communiquer et l'ambition. Donc, on a une compétence en option. Tout ça ne garantit pas que la personne soit compétente. Donc là, on a une configuration pyramidale plus une cohésion de groupe, c'est-à-dire que la personne qui se présente, souvent, s'associe un parti pour y aller. On a le jugement majoritaire qui, pour moi, enfin, j'aime bien cette façon de faire parce qu'il est un petit peu plus intellectuellement satisfaisante, mais donc on a quand même c'est-à-dire ceux qui ont les moyens, le temps, la disponibilité, le savoir communiquer, et l'ambition, c'est quand même malgré tout les mêmes. Mais on a, disons que la configuration pyramidale est un petit peu pondérée, c'est-à-dire que le réagencement paraît un petit peu plus respecter la distribution des votes, surtout les votes au premier tour. Je vous rappelle que le jugement majoritaire ne se fait qu'à un seul tour et c'est une pondération des réponses au premier tour qui intervient. Ensuite, le tirage au sort. Donc là, ce sont des gens qui ont le temps, oui, effectivement, s'ils acceptent, on est bien entendu, s'ils acceptent d'être tirés au sort et d'être participés, ça veut dire qu'ils se donnent le temps, la disponibilité, et ils ont un peu envie d'y être, parce qu'ils ont accepté, mais pour le coup, ils n'ont pas forcément le savoir communiquer et ils n'ont pas cette grande ambition et ils n'ont pas les moyens. Ils sont vraiment extirpés
de ce tirage au sort. Donc, c'est une compétence hypothétique de ces personnes. Bon, après tout, on ne sait pas s'ils sont compétents. Et la configuration de la pyramide est pondérée aussi, d'une certaine façon, mais il n'y a pas de cohésion de groupe. Alors que dans les 2 cas précédents, il y a quand même malgré tout une espèce d'association, un parti, quelque chose qui alimente idéologiquement ou pratiquement la personne qui y va. Ensuite, il y a l'élection sans candidat. Alors, l'élection sans candidat, là, la personne a accepté, elle a le temps, la disponibilité, un peu d'envie, donc, mais n'a pas forcément le savoir communiquer et n'est pas censée avoir les moyens, mais pour autant, elle a été élue sans candidat, c'est-à-dire par cooption des personnes qui ont voté. Donc, la compétence, pour le coup, est probable, c'est-à-dire que les gens, s'ils choisissent quelqu'un sans qu'il se soit présenté ou ait fait d'action notoire pour l'être, si elles le choisissent malgré tout, c'est que malgré tout, il est supposé avoir une compétence et même peut-être un savoir communiquer. Et la configuration pyramidale est, encore une fois, elle non pas définie par une cohésion de groupe, c'est-à-dire c'est une personne solitaire ou relativement solitaire. Et pour terminer, pour moi, l'endroit où tout ça achoppe, enfin j'ai terminé, j'ai quand même quelques trucs, tout ça achoppe, non pas sur l'histoire de la dose de participation du peuple, non pas sur l'histoire de la distribution des pouvoirs qui sont des critères quasiment objectifs. Pour moi, tout se passe au niveau de la confiance. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde tous ces obstacles, voilà, toutes ces affaires-là, qui sont, c'est complètement incroyable comme difficulté de mise en place. Le tout, la seule question, et là c'est des idées, des opinions politiques quasiment que je suis en train de cultiver personnellement, et peut-être que j'en écrirai quelque chose à ce sujet, mais tout tourne autour de la confiance. Quel que soit, on peut même imaginer que le pire des systèmes ou la pire des solutions édictées dans ma petite démonstration puisse être résolu tout simplement par le fait qu'on a la confiance dans la personne et la bienveillance. Confiance et bienveillance, et on peut même imaginer sortir de la démocratie et avoir un autocrate en qui on a confiance et que cet autocrate est une bienveillance envers le peuple. Donc, on peut tout redistribuer et balayer toute cette complexité autour du critère de confiance. Donc, après, on a le contrôle, les contre-pouvoirs, etc. On peut continuer de façon ubuesque de décrire le fantasme démocratique. Voilà, j'en ai terminé pour l'instant. Bonjour, bonjour. Merci Jean-Charles. Si vous me permettez, juste deux, trois remarques. Là, j'ai l'impression qu'on s'éloignait de la démocratie, hein, sur les dernières paroles de Jean-Charles, hein, quelque part. 2-3 remarques seulement, parce que je ne souhaite pas rentrer dans le débat, comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment. À propos du jugement majoritaire qui a la faveur d'énormément de ce que j'appellerais les extrêmes démocrates, il faut savoir que c'est un système qui est biaisé et que il a été montré que le système le moins biaisé, quasiment pas biaisé, c'est le vote par approbation qui pourtant est très peu évoqué justement par ces extrêmes démocrates qui, et je ne pense pas que ça soit un hasard. Point. Donc attention, jugement majoritaire, toujours considérer le vote par approbation à côté qui a été, il y a des publications scientifiques à ce propos. Ah bah s'il y a des publications scientifiques, voilà, on ne peut rien dire. Oui, enfin c'est un gage de qualité malgré tout. Oui, puis surtout dans ta bouche et dans la façon dont tu l'exprimes. Voilà, d'accord. Ah, Hey. Je ne relèverai pas. Tu as tracé, après Jean-Charles, un trait d'égalité entre démocratie représentative et délégation. Alors là, non. Là, par contre, là, je pense qu'il y a vraiment une confusion importante à ne pas faire. Le représentant,
le pouvoir se substitue, c'est-à-dire qu'on abandonne son pouvoir aux représentants qui te représentent totalement. Le délégué, il est là, il est chargé d'une mission, et il y a un contrôle qui s'exerce sur lui, un contrôle permanent. Donc là, on n'est quand même pas du tout dans la même chose entre représentation et délégation. Hein. Ça, je pense que c'est important de le noter. Sur ce qu'a dit Christian sur le scalaire qui mesurerait la démocratie, moi j'aurais plutôt tendance, alors vous allez voir que c'est un peu balancé sur ce sujet, moi j'aurais plutôt tendance à voir plutôt justement un vecteur avec différents axes, et chaque axe étant une des sources du pouvoir, une des sources de pouvoir, hein. Législatif, judiciaire, médiatique, financier, etc. Donc là, moi je verrais plutôt un vecteur. Donc là, ça ne simplifie pas les choses forcément. Sachant par ailleurs que le pouvoir, justement, ne se partage pas, mais peut se déléguer. On revient sur ce mot de délégation. Mais quand il se délègue, la question en définitive, c'est qui, in fine, qui a le pouvoir suprême, c'est-à-dire qui a 100% du pouvoir. Mais c'est in fine, en dernière analyse, seulement. Voilà, voilà sur mes remarques. Christian, je pense que tu souhaiterais intervenir. Oui, oui. Alors, écoutez, c'est extrêmement intéressant, mais je pense qu'on s'éloigne de notre objectif de glossaire. C'est-à-dire que c'est une dissertation, une conférence sur la démocratie. Bon, on a plein de choses intéressantes. Moi, je m'intéresse à la définition du mot démocratie. Alors, je m'intéresse, disons, au problème que pose la définition du mot démocratie. Oui. En ayant dressé l'état des lieux, disant que c'était autosémique, que chacun, il y avait 45 000 définitions, et la question c'est est-ce qu'il est possible de se mettre d'accord sur une définition du mot démocratie. Voilà l'énoncé du problème. Alors attention, quand je dis d'accord, je ne dis pas se mettre d'accord sur ce que c'est que le système idéal de gouvernement. Non. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une définition de la démocratie? C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura défini la démocratie, certains seront d'accord avec le fait de militer pour que ce système advienne, et d'autres, au contraire, militeront pour qu'il n'advienne pas. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir si on peut se mettre d'accord. Bon. Est-ce que d'abord, le projet de se mettre d'accord, disons, de définir d'établir une définition, disons, universelle de la démocratie, c'est un sujet qui intéresse les gens, qui nous intéresse vous, qui nous intéresse. Voilà. Si ce sujet n'intéresse pas, bon, c'est pas la peine de la mettre dans l'étude du glossaire. Hein. Il suffit de dire terme autosémique, définitivement autosémique, et en plus, ça n'intéresse personne de vouloir trouver une définition de ce mot. Bon. Alors, moi, je me place dans le cas du problème résolu, c'est-à-dire enfin, du problème à résoudre, et j'essaye de voir si c'est possible. Alors, comment est-ce que c'est possible, à mon avis, comment est-ce qu'il serait possible de se mettre d'accord sur une définition ou éventuellement de démontrer que c'est cette définition-là qui correspond au mot démocratie. Et pour ce faire, je prends la définition du terme, hein, telle qu'elle est, par exemple, je vais prendre 3 bases, le Larousse, le Robert et la Constitution française. Le Larousse dit c'est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple. C'est le peuple qui détient la souveraineté. Et, du coup, la démocratie est définie comme étant l'égalité, la synonymie du contrôle de la souveraineté. On n'a encore pas parlé jusqu'à présent. Le dictionnaire Robert précise encore plus la chose. Ils disent que c'est les citoyens qui exercent la souveraineté. Le Larousse dit
La souveraineté émane du peuple, mais on ne sait pas qui l'exerce. Robert dit, elle émane du peuple, et c'est le peuple qui l'exerce. Et le pouvoir oligocratique, qu'est-ce qu'il dit par intermédiaire de sa constitution? Donc là, je n'invente rien. Il dit au premier article, la France est une république indivisible, laïque, démocratique. Bon, il dit qu'elle est démocratique, on ne sait pas ce que c'est, et on attend une définition qui ne vient pas, mais on a quand même une espèce de définition qui arrive tout de suite après, parce que tout de suite après, il nous dit la démocratie, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et l'article 3 nous dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Peuple, démocratie, peuple, souveraineté. Donc on retombe aussi sur la souveraineté. Donc, on avance, on avance. La démocratie, c'est lorsque le peuple... Alors là, on a trois mots. On a émane, il y a exerce et il y a appartient. Alors, dans la Constitution, il y a la souveraineté appartient au peuple. Alors, on va faire un mix des trois. On va dire, on va proposer, toujours dans mon objectif, hein, de voir si le groupe qui s'intéresse à ça peut être consensuel là-dessus. Alors, moi, je vais proposer la souveraineté, elle appartient au peuple. C'est le peuple, et donc ça émane du peuple, la souveraineté. Voilà, c'est un peu spirituel, ça. Et puis, très concrètement, c'est le peuple qui exerce sa souveraineté. Bon. Et puis, j'ai imaginé que tout le monde est d'accord là-dessus. Pour l'instant, ça ne mange pas de pain, d'un point de vue, je dirais, de vote à eau ou de vote, qu'est-ce que j'ai entendu, par consentement, enfin bon, des techniques de vote ou référendum. Ça, bon. Pour l'instant, il me semble que ça met tout le monde d'accord. Alors, reste à savoir qu'est-ce que c'est que la souveraineté. Et là, on continue à lire la Constitution, et puis on voit quand même très rapidement que la souveraineté, c'est le pouvoir. Hein, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Souveraineté. Souveraineté, voilà. Bon. Et donc, c'est le peuple qui exerce le pouvoir, parce que c'est le peuple qui a la souveraineté. Le pouvoir émane de la souveraineté c'est l'exercice du pouvoir, c'est la possibilité d'exercer le pouvoir. Jusqu'à présent, il me semble qu'on peut être d'accord là-dessus. Ensuite, et ça devient un peu plus difficile parce que qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Bon. Est-ce que c'est le pouvoir, on va simplifier, est-ce que c'est le pouvoir législatif? Est-ce que c'est le pouvoir exécutif? Ou est-ce que c'est le pouvoir judiciaire? Je cite ces trois pouvoirs parce que ce sont les trois pouvoirs institutionnels. Hein. On ne va pas citer le pouvoir des médias, le pouvoir des syndicats, ça c'est dans la société civile. Pour l'instant, au niveau des textes, au niveau des constitutions, nous avons ces trois pouvoirs. Bon. Alors, attendez, je fais une petite rectification là, parce qu'on m'affiche toujours un truc. Hein. Tu veux afficher quelque chose, Christian? Tu Oui, veux afficher autre chose, Christian? On peut toujours afficher ce... Je peux l'enlever. Voilà. Ok, oui. Parce que, voilà, alors, moi je propose de dire que le pouvoir, c'est le pouvoir suprême. Hein. Voilà, j'ai dit le pouvoir suprême. Hein. La souveraineté, c'est le pouvoir suprême. Exercer la souveraineté, c'est exercer le pouvoir suprême. Et ce que je propose, c'est de dire que le pouvoir suprême, c'est le pouvoir législatif. Bon, et bon, je tente de le démontrer. Alors, je ne vais pas vous refaire ma démonstration, vous la connaissez par cœur, c'est mon dada. Hein. Les deux autres pouvoirs, l'exécutif et le judiciaire, sont soumis au pouvoir législatif. C'est-à-dire que c'est le pouvoir législatif qui écrit le mode de fonctionnement de l'exécutif et du judiciaire. Bref, voilà. Et donc, ce que je propose, c'est de dire que le pouvoir suprême, donc je résume, que le pouvoir suprême, c'est le pouvoir législatif, que exercer le pouvoir suprême, c'est avoir la souveraineté, que c'est le peuple qui a la souveraineté, et que donc c'est le peuple qui exerce le pouvoir législatif. Et que ça, c'est la définition de la démocratie. Attention, ne nous trompons pas de cible, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, mais que c'est ça qu'il faut
concevoir, c'est ça qu'il faut. Et après, tout ce qu'on décrit ailleurs, les trucs intermédiaires, les démocraties participatives, on va donner d'autres mots, démocratie, voilà. Donc, voilà l'exercice que la proposition que je fais dans le cadre d'un travail de glossaire. Je propose à ceux qui sont intéressés pour trouver, disons, pour établir une définition précise de termes, d'employer, d'utiliser, de se mettre d'accord sur cette définition-là du mot démocratie, compte tenu de la démonstration que je viens de faire. Vas-y, Jean-Charles. Bah écoute, bon, c'est-à-dire que tu essayes de nous inciter à considérer que la démocratie serait un exercice principalement législatif. Attends, juste, c'est pas pour t'interrompre, Jean-Charles, mais Ouais, attends, on est en définition. On ne parle pas, parce que je te connais, tu vas nous faire un discours politique. On n'est pas à savoir si ça se passe comme ça aujourd'hui, ou s'il faudrait que ça se passe comme ça, ou si c'est passé comme ça. Non, peu importe. Et c'est une question de mots pour savoir si on peut. Sinon, c'est pas la peine de discuter avec des gens qui n'ont pas la même définition. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le mot définition? C'est ça, voilà. Simplement, c'est de mise au point. Bah, c'est-à-dire que, bon, je sais que je ne suis pas du tout dans la discipline et dans l'exercice du glossaire. Je considère que la démocratie n'existe pas. Bon, ça, c'est clair. Que c'est un horizon. Oui. Jean-Charles, c'est pas une question qu'il existe ou qu'il n'existe pas. C'est Dieu, il existe. C'est pas moi. On va définir ce que c'est que Dieu. Ça n'a rien à voir. Le fait qu'elle existe. Non, mais je suis bien d'accord. Les baleines vertes n'existent pas. Eh ben moi, je vais dire qu'une baleine, c'est donc un mammifère marin, truc mouche, qui a une couleur verte. Tu vas me dire, mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà. Bon, bah écoute, je sais pas, je peux pas te répondre parce que dans tout ce que tu disais, je me disais que on parlait de peuple, c'est-à-dire que c'est exercé ou appartient machin au peuple. Voilà. Et c'était toujours problématique de savoir, une fois que quelque chose appartient au peuple, ça appartient à tout le monde. Et il y a toujours un problème qui est de savoir, d'une part, qui est le peuple, et toujours ce problème, pour moi, qu'il y a au bout du compte une décision, une administration, enfin quelque chose, une espèce de grand entonnoir qui arrive à quelque chose qui est l'administration des hommes. Et ce grand entonnoir serait, d'une certaine façon, suivant les cas, et là on parle d'un grand entonnoir qui serait la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie tendrait à ce que le peuple puisse être considéré d'une façon ectoplasmique comme quelque chose qui pourrait prendre une décision, une orientation et qui ne serait plus qu'un ou un truc cohérent, etc. J'arrive pas à me résoudre à ce genre de choses. Donc, si tu penses que là où le peuple peut exprimer d'une façon la plus cohérente quelque chose, un mouvement unitaire ou unifié, et que ça serait dans le législatif, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon. Je ne sais pas. Je suis très, très en retrait par rapport à cette idée de démocratie qui, pour moi, n'est qu'un fantasme. C'est comme l'horizon qui s'éloigne à mesure qu'on avance. Et en plus, entre nous et l'horizon, il y a un champ de mine. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, j'ai du mal à aller beaucoup plus. C'est coupé. D'un peuple ou d'une nation, c'est haché. Comment dire, dans le législatif, la plus unifiée possible, la plus cohérente possible. Mais bon, oui, on peut se dire qu'à cet endroit-là, on peut imaginer que l'agglomérat, peuple, nation, etc., serait le plus concret, le plus palpable. Mais bon, voilà, c'est tout. Pour moi, je suis très, très en retrait de toutes ces définitions définitives en ce qui concerne la démocratie. Mais bon, oui, pourquoi pas.
Ok. Vous avez fini tous les deux, messieurs? Alors, Euh, je vais répondre. non. Ah non, t'as pas fini. Ouais, tu poses une question, tu dis oui, oui, non, je dis non. Mais après, tu demandes si j'ai fini. Non, j'ai pas fini. D'accord. Bah, je Mais, croyais. mais, mais vas-y. Bah, moi, je vais répondre à ta question déjà. Non, je ne suis pas intéressé pour essayer d'arriver à une définition commune. Je l'ai déjà exprimé, je pense que c'est pas possible et que c'est pour ça que j'interviens très peu dans le glossaire. Parce que je pense qu'il faut simplement que l'on sache, chacun d'entre nous, ce que nous mettons derrière chaque mot. Et qu'on ne peut pas aller plus loin. Vas-y. Euh, alors, après avoir signifié avant, un constat d'impossibilité de se mettre d'accord non pas sur un projet politique, mais sur la définition d'un mot. Par contre, je suis très très intéressé pour faire quelques réflexions de fond, un certain nombre de réflexions de fond sur ce que vous avez dit, sur le thème de la démocratie, des choses extrêmement intéressantes. Alors, donc on va discuter sur la démocratie en général. J'embraye, Luc, sur ton affaire de scalaire et de vectoriel. Je n'ai pas dit que la démocratie prise en tant qu'unité de mesure de la grandeur pouvoir, hein, c'était du scalaire. J'ai dit que ça pouvait être du scalaire et que ça pouvait être du vectoriel. C'est du scalaire si on considère que le pouvoir, bon, il est variable, hein, et puis à un moment donné, on va le mesurer avec l'unité de démocratie. Aujourd'hui, on est à entre 0 et 10, on est à 6 de démocratie. Donc, ça, c'est du scalaire. Le vectoriel, c'est dire la démocratie est un idéal. Alors, voilà une chose qui est intéressante que j'ai entendue dans la bouche de Jean-Charles, en disant tout de suite, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas d'en parler, parce que c'est l'idéal, un idéal, on n'y arrivera jamais. Alors, non, pour moi, c'est justement le contraire, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir ce qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut améliorer un petit peu aujourd'hui, parce que vous savez ma position là-dessus, le réformisme ne fait qu'aggraver les choses. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout d'arranger, d'essayer d'améliorer le truc, parce que je considère que le système dominant est suffisamment puissant, et assez puissant pour récupérer toutes les tentatives de réforme pour augmenter encore ses propriétés personnelles. Un peu comme le cyclope, il se nourrit de ses propres agresseurs. Bien. Donc, la seule chose qui m'intéresse, c'est la poursuite vers l'idéal. Et de ce point de vue-là, je suis dans la spiritualité. Voilà, bref, ça c'est une petite parenthèse. Et donc la spiritualité, c'est effectivement cet idéal de démocratie prise avec la définition que j'ai donnée, mais qui n'est actuellement, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, que certains diront que c'est impossible. Bon, ce que nous a dit Jean-Charles, c'est impossible pour telle et telle raison. Et là, on est dans du vectoriel, c'est-à-dire qu'on a un objectif, c'est-à-dire le pouvoir exercé de cette façon. On va mesurer le déplacement, le vecteur vitesse, la force, l'accélération, la vitesse et l'accélération. Est-ce qu'on y va à une certaine vitesse, mais en ce moment, ça ralentit. Et là, la démocratie mesure ça. Voilà. Donc je n'oppose pas vectoriel et scalaire. Je dis qu'il y a une façon de voir la démocratie en tant qu'unité de mesure de pouvoir, une façon de la voir en tant que grandeur scalaire, le pouvoir, soit une autre façon de considérer la démocratie en tant qu'unité de mesure, hein, pour un pouvoir qui, lui, serait en grandeur vectorielle. Voilà. Ça, c'est sur l'affaire scalaire vectorielle. Après, je vais revenir encore une fois, bon, je reviendrai autant de fois qu'il le faut,
sur cette affaire de démocratie égale oligocratie. Hein. Brillamment, d'ailleurs, argumenté par Jean-Charles, avec son équation que je vais m'efforcer immédiatement de détruire, bon, avec une grosse Bertha de ma composition, en disant la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. La majorité, qu'est-ce que c'est dessus de minorité, hein, puisque c'est la 51 ou 52 ou 53%, tout ça. Donc, c'est une oligocratie, donc c'est un groupe restreint. La grande différence, Jean-Charles, non pas que tu ne vois pas, parce que je ne ferai pas l'affront, hein, mais que tu ne veux pas voir, disons, par utilité argumentaire, c'est que ce groupe restreint, qui constitue restreint, mais majoritaire. Bref, on va essayer de passer, on va essayer de tomber majoritaire. Ce groupe restreint, et ça, tu achoppes sur le groupe restreint, c'est un groupe restreint qui n'est jamais le même. C'est ça la différence. Alors que dans une oligocratie, d'abord ce groupe restreint, il est très restreint. Enfin, même encore, bon, on va admettre que 577 pèlerins, c'est pareil que 60 ou 50 millions d'habitants. Je suis d'accord, on va, pour le besoin de la démonstration, on va admettre ça. Mais cette majorité de 50 millions sur 110 millions, par exemple, sur 100 millions, bon, c'est jamais la même. C'est-à-dire que si on a la démocratie qui est l'idée, mon idéal, etc., on a tous les jours ou tous les 2 jours des citoyens qui se prononcent sur des lois, attention, qui les ont imaginées, eux, qui les ont débattues, eux, et qui les votent, eux, il faut ajouter ça aussi, ce sera jamais les mêmes. Donc, du coup, on n'est pas dans une oligocratie. Parce que l'oligocratie, il faut dire groupe restreint, toujours le même. Un groupe restreint qui change, hein, tu sais, un truc variable qui change toutes les. Si ton groupe restreint, si on tire au sort, à la chouard, ça change tout. Hein. C'est-à-dire, si les 577, ce n'est pas les mêmes à 8 h du matin qu'à midi, et que ça tourne sans arrêt comme un boulier là, dans le loto. Bon. Bon. Là, on n'est plus en oligocratie, on est dans la démocratie, la démocratie, tirage au sort. Donc, l'assimilation, la comparaison, disons pas la comparaison, mais l'assimilation entre oligocratie et démocratie au prétexte ou à la raison que c'est un groupe restreint qui va voter, qui va décider, qui va l'emporter, ne tient pas, de mon point de vue, parce que ce groupe restreint, d'abord, il est extrêmement large par rapport au groupe restreint des systèmes oligocratiques que nous connaissons, et d'autre part, et surtout, parce que c'est une majorité qui va être changeante et qui va être totalement aléatoire en fonction du type de consultation qui va avoir lieu. Et je dirais qu'il existe un système intermédiaire, pourquoi pas, ce serait un système où on aurait une majorité restreinte, extrêmement restreinte aujourd'hui c'est 577, bon, ça peut être 500, ça peut être 1000, ça peut être 2000, c'est toujours extrêmement restreint. Bon, systèmes qui sont promus par un certain nombre de tenants notamment, comment il s'appelle ça, du tirage au sort. Mais il faudrait que ce soit un tirage au sort pour vraiment s'approcher je dirais, du concept de démocratie directe. Il faudrait que ce soit un tirage au sort qui ait lieu plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que le groupe de personnes. L'opposition à la démocratie directe, c'est pas possible de faire voter tout le monde. C'est pour ça qu'on fait voter 500 personnes ou 1000 personnes. Parce que là, c'est facile. Bon, alors, on n'a qu'à renouveler ces 1000 personnes tous les jours. On s'approcherait un peu. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Charles? Bah, c'est sur la notion de peuple qui vote. Oui, effectivement, on peut tout à fait moduler cette chose complexe et les raisonnements, nos raisonnements aux uns et aux autres. Et là, sur cet argument de la majorité qui serait, en fait, la démocratie serait une oligarchie de la majorité, enfin, par sa majorité. Si la majorité change, effectivement, on peut tenir par rigueur
et penser que c'est un argument qui obère ou qui enlève de la force à l'autre affirmation. Je suis d'accord, hein, moi, intellectuellement, il y a pas de souci. Mais il y a tellement d'autres variables. On n'a pas parlé. On a parlé de qu'est-ce que c'est que le peuple. Moi, j'ai parlé de tous les obstacles, des modes de scrutin, etc. Mais il y a aussi une autre chose. C'est l'information du peuple. C'est-à-dire que ce peuple, est-il éclairé? Est-il en capacité de prendre une décision? Donc, après, on va dire, ah oui, mais de toute façon, il y a eu, comme le nombre est grand, il y a une espèce de force statistique, enfin la statistique deviendrait tellement imposante qu'elle deviendrait une force qui habiliterait ou qui légitimerait la décision de citoyens qui, pour autant, ne seraient pas forcément éclairés, non pas de leur fait, hein, par exemple. Bon, il y en a qui sont des boulets et qui comprennent rien à rien. Et l'enregistrement est en cours. Et d'autres qui sont influencés, et d'autres par avant qui sont dirigés par des pouvoirs, etc., qui font que le peuple, au bout du compte, n'est pas forcément éclairé. Et nous-mêmes, on se met dans le même sac. Donc, il y a tellement de critères pour argumenter, consolider la vie qu'on peut avoir sur la démocratie, la définir, etc. Mais ce faisant et tenant des raisonnements les plus rationnels qu'on peut tenir, on n'arrive pas dans un seul raisonnement à intégrer tous les critères, tous les obstacles, tous les freins qui amendent notre avis et nos affirmations. C'est ça qu'il faut avoir de la modestie par rapport aussi à cette ambition de définir la démocratie. Une fois qu'on a défini la démocratie selon les définitions du dictionnaire ou même des définitions un peu plus complexes, on n'en aura jamais fini de vouloir la définir et on aura forcément toujours oublié un critère qui va amender la solidité de cette définition. Donc là, pour le coup, moi, j'ai un avis sur la démocratie, un avis assez découragé. Je pense que vous le constatez et vous le comprenez. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus avoir cette posture de vouloir absolument trouver une définition solide et définitive, surtout à ce mot-là. Voilà. Merci. Christian, est-ce que tu veux encore ajouter autre chose? Moi, je vais utiliser mon temps de parole. On a 14h30. Bon. 14h30, donc j'ai encore. Il y a encore. Ah, si tu as encore des choses à dire, d'accord. Je croyais que tu disais ça pour ne plus rien dire, mais non, j'étais une nouvelle fois déçu. Non, mais. Non, parce que j'entends des choses. Bon, on va pas. Le peuple est-il en mesure de prendre des décisions éclairées? Bon. Alors, ça, c'est un débat que j'aimerais bien avoir. On ne va pas l'avoir maintenant. Bon, je dis c'est un débat qui me mobilise, voire qui me rend agressif, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je charge bien mon sicot, je chauffe mes balles, etc. Bon. Le peuple est en mesure de prendre des décisions, virgule, entre parenthèses, éclairées. Alors, je vous rappelle mon ami Sieyès, hein, devant l'Assemblée constituante. Ton idole. Le 9 septembre, ça ne sera pas enregistré ça, le 9 septembre, c'est ça qu'un 9, qui dit, mes amis, mes chers amis, nous avons fait la révolution pour que le peuple fasse les lois. Il n'a pas dit exactement, fasse les lois. Bon. Voilà, bon, on y est, c'est bon, on est au pouvoir. Mais alors, écoutez, parce que vraiment je suis là pour vous expliquer, hein, on a un problème. On a un problème, c'est que je viens ce matin en me levant, en me rasant, je viens de me dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, le peuple n'est pas éclairé. Bon, il n'a pas le temps, il n'est pas assez instruit. Niveau d'études, même pas. Bon, il ne sait pas écrire. Donc, non, on est oublié ce détail. On va faire autre chose. J'ai le plan B,
c'est la démocratie représentative. Donc on va se mettre 500 et on va tout, voilà. Et on va dire, ça s'appelle la démocratie. Voilà. Donc, ça veut dire quoi cette petite fable que vous connaissez maintenant par cœur, mais enfin, je vous fais de temps en temps, je vous la fais réciter, pour savoir que c'est mieux. C'est d'abord, ça explique bien ce que c'est que la démocratie, ce que c'est devenu, ce que c'est pas possible, voilà, hein. Bon, et puis ça explique bien qu'on n'a pas bougé d'un millimètre depuis 1789, donc aujourd'hui, on a des gens qui sont au top niveau de la réflexion, au top niveau qui savent ce qui se passe, et qui disent, mais quoi? Faire voter les gens, mais les gens ne sont pas éclairés, c'est pas facile. Et attends, on parle même pas de faire des lois, parce que j'entends parler de décisions. Des décisions, c'est pas faire des lois, on prend des décisions. Décision, ça peut être construire une école. Non, mais ne les faites pas voter pour construire une école, ils ne sont pas éclairés. Voilà. Bon. Donc là, je sors l'artillerie lourde par rapport à ça. Et puis, un dernier mot, parce que oui, ah non, j'ai encore un petit temps de parole. C'est que c'est même pas tellement ça, qui déjà est énorme. Bon, les gens ne sont pas éclairés. C'est énorme. Bon, mais c'est même pas ça. C'est que les lois, par exemple. Qui c'est qui subit les lois? Le mec pas éclairé. Bon. Et donc, la théorie qui prévaut, c'est de dire ceux qui sont soumis aux lois ne doivent surtout pas participer à leur vote, ni même pas d'initiative, pas de débat contradictoire, sauf s'il est manipulé par les médias et qu'on va leur expliquer ce qu'ils vont faire. Et surtout, pas eux qui votent. Mais par contre, c'est eux qui subissent. Alors, moi je dirais, je renverse le truc, c'est bien le raisonnement inversé, je dis parce que, pour la seule raison, je m'en fous qu'ils soient analphabètes, qu'ils soient rouge, jaune, noir, comment disait Coluche, il y en a qui naîtront, enfin, il y en a qui, les hommes sont égaux, il disait. Bon, il y en a qui naissent blancs, d'autres noirs. Il y en a qui naissent pauvres, d'autres riches. Il y en a qui sont malades, d'autres en bonne santé. Tout le monde est égaux. Mais par contre, ceux qui naissent noirs, malades et pauvres, pour eux, ça va être très dur. Bon. Et donc, peu importe, du moment que c'est eux qui subissent, c'est eux qui doivent décider. Bah, pour eux, c'est un axiome. Comme disait mon meilleur contradicteur avec qui je n'aime pas discuter, il dit de toute façon, c'est comme ça. Je dis, mais pourquoi tu. Parce que là, tu m'as dit l'autre jour tout ça, et puis là, tu me dis, mais attends, là, pourquoi, je ne comprends pas le truc. Oui, mais c'est comme ça. 22. Enfin bon, le fait, là, la façon dont tu as conclu en disant oui, à partir du moment où ils subissent les lois, eh bien c'est comme ça, et c'est eux qui doivent être, enfin c'est toi aussi qui le dis de cette façon, c'est comme ça. Oui. Bon, moi mon objection c'est de mettre enfin ma réflexion, c'est de mettre en exergue et en évidence tous les obstacles et les inconvénients, les problèmes qui se posent à la réalisation idéale de la démocratie. Donc là, par exemple, sur le débat des agriculteurs, on voit bien qu'il y a une série d'agriculteurs qui sont comment dire, au fait de toute la manigance européenne et que les problématiques sont posées au niveau de l'Europe, et d'autres qui ne voient que par rapport au prix auquel ils vont vendre le truc, et ils ne se demandent pas comment le prix est fixé et pourquoi le prix n'est pas celui qu'ils souhaiteraient. Et ils sont, bon, on va dire, sur un certain nombre de problématiques, que ce soit dans la finance, la monnaie, les impôts, etc. Il y a des gens qui voient les questions au ras des pâquerettes, et parce qu'ils n'ont pas investi toutes les problématiques d'un sujet complexe, et d'autres sont au fait de ce sujet complexe. Ça a toujours été comme ça et dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas que de dire que il y a des crétins, il y en a, hein, mais ce n'est pas dire que le peuple est crétin, etc., etc. Je dis que la nécessité d'être éclairé pour prendre une décision est quand même quelque chose de souhaitable. Et quand bien même, et on ne peut pas imaginer que tout le monde soit au courant de tout, mais il faut malgré tout noter
et à choper sur cette problématique, qui est une des problématiques parmi tant d'autres que j'ai essayé de démontrer sur l'influence que peuvent avoir le pouvoir au niveau médiatique, à travers les sondages, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce ne sont que des obstacles, c'est un champ de mine. J'ai parlé d'un champ de mine pour arriver à cet idéal démocratique. Ensuite, juste sur le terme décision, pour moi, c'est un terme générique, que ce soit une loi ou une prise de décision exécutive, c'est histoire de ne pas faire plusieurs phrases et de ne pas aborder plusieurs domaines pour exprimer une seule chose, c'est que le peuple, dans la démocratie, lorsque lorsqu'il agit, lorsqu'il exerce, que ce soit au niveau législatif, au niveau exécutif, même au niveau de la justice et de tous ses pouvoirs, c'est malgré tout une décision, c'est un terme générique pour moi. Donc, pardonne-moi, mais ne reviens, s'il te plaît, pas sur cette idée de décision. C'est simplement un terme générique pour moi, pour la facilité de langage. Donc voilà, non mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut intégrer tout et ton raisonnement donne force de statistique, une espèce de loi des grands nombres qui peut, d'une certaine façon, justifier, mais rends-toi compte que scientifiquement, mathématiquement, si on veut faire, et on ne peut pas le faire, de la science dure avec de la démocratie, on n'y arrivera pas. Et donc, forcément, on doit passer par des biais. Et ce biais-là, on est en train d'en parler, du vote et des décisions ou des dispositions législatives, tous les termes que tu veux. Toujours est-il que le peuple n'est pas parti d'une science dure. C'est quelque chose de tout à fait mou. La démocratie, toutes ces notions, c'est de la science. C'est pas de la science, c'est de la philosophie, c'est de la sociologie, c'est tout ce que tu veux. C'est des lois humaines qu'on doit intégrer. Et encore une fois, j'en appelle à la modestie et par rapport aux postures qu'on peut avoir. Et lorsqu'on a un problème tel que celui dont on vient de parler, c'est-à-dire le fait que le peuple est éclairé, il faut l'intégrer comme étant un problème, un élément du problème qui n'est pas forcément résolu. Si au gré de la discussion, un problème, un obstacle que j'ai décrit peut être résolu, tant mieux. Mais pour l'instant, j'en vois peu de résolution. Voilà. Vous avez terminé, monsieur? Yes. Merci. Je vais me permettre une conclusion. Je crois qu'il ne faut pas oublier la période historique dans laquelle nous sommes et ce débat qu'on a là avec, d'un côté, la démocratie vue comme un idéal et de l'autre, un discours quand même qui me semble quand même en faveur d'un régime plus centralisé, dirais-je. Est-ce que cette question de la démocratie, il faut bien voir si elle s'inscrit fatalement dans le sens de l'histoire. Et l'histoire se déroulait jusqu'ici justement par un accroissement successif de cette tendance vers un idéal toujours plus démocratique. Une autre voie serait donc quelque chose de plus civilisé dans mes définitions. L'autre voie serait ce que j'appelle retourner vers une barbarie. Merci messieurs, à la semaine prochaine.